et je me mets à avoir envie de devenir plus sportif pour plus plaire aux filles. Je m'inscris dans une salle de boxe et de kickboxing et en fait c'est le coup de foudre immédiatement. C'est comme si j'avais goûté à mon propre sang et voilà. Et moi ma devise en boxe c'est toucher sans se faire toucher. Il était dopé d'ailleurs, on peut plus tendre la jambe. Ok. Et le mental est tellement fort que mon coach me rappelle, me dit ouais, arrête de penser à ta jambe, pense à l'adversaire. Et du coup j'arrive à faire ma finale. Et donc le combat à 1 seconde près, je gagnais pas le combat quoi. Mais quelqu'un qui fait pas de boxe, qui tape dans un mur, il se casse la main. C'est pareil. La fracture du con d'ailleurs, elle s'appelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un athlète exceptionnel, 6 fois champion du monde de kickboxing et de Muay Thai, mais aussi entrepreneur, producteur de ses propres événements sportifs, Cyril Benzaken. Comment tu vas ? Salut, tout va bien, merci. Bah, super, on est ravis de t'avoir. J'ai plein de questions à te poser encore, comme d'hab, à chaque invité. Et donc, on va découvrir un peu ton univers, le sport, l'entrepreneuriat et tous les événements que tu peux créer. Top. Est-ce que, juste, tu peux te représenter avec tes propres mots, toi, qui tu es ? Bien sûr. Alors, je suis sportif de haut niveau, 6 fois champion du monde de kickboxing et j'ai été champion du monde de boxe thaï en amateur il y a quelques années. Et à côté de ça, en fait, j'ai suivi un double parcours universitaire qui m'a donné envie d'entreprendre et qui m'a fait monter ma boîte de prod et qui fait de moi un entrepreneur à côté de ma carrière d'athlète. Ok, merci. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu. Je pose questions courtes, réponses courtes. Ok. Est-ce que tu es plutôt victoire au point ou KO ? Victoire au point. Enfin, en fait, excuse-moi, ça va pas aller vite, mais en fait, c'est très drôle parce que tu m'interroges à un carrefour de ma carrière. C'est-à-dire que j'ai toute ma carrière quasiment gagné tous mes combats au point. Et le dernier combat, je l'ai gagné par KO parce que j'ai fait un gros travail mental pour me gagner par KO. Ouais. Et le prochain, je le visualise par KO. Donc, Donc un peu partagé. Voilà. Tu préfères l'intensité des entraînements ou l'adrénaline du combat ? Ah, j'aime les deux, hein, mais je dirais l'adrénaline du combat. Préparation physique ou mentale ? Physique. Combattre en France ou à l'étranger ? France. Défendre un titre ou conquérir un nouveau ? Conquérir un nouveau. Ok, merci. Bon, on voit un peu plus ton univers comme ça. J'aime bien commencer par le début. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance ? T'étais plutôt un enfant calme ? Tu viens d'une famille de sportifs ? Alors, je viens d'une famille de pas du tout sportifs et enfant, j'étais, ça dépend ce qu'on appelle calme, c'est-à-dire que je suis un hyperactif, donc j'étais hyperactif et un peu turbulent dans le sens où j'aimais tout le temps faire le guignol, faire le pitre et créer de l'attention autour de moi. Un petit clown. Un petit clown, exactement. Et j'étais un peu en surpoids. Et du coup, je pense que j'essaie de compenser le mal-être que je pouvais avoir physique par l'intéressant avec ma bouche, quoi. Et donc voilà un peu le profil que j'avais plus jeune, mais vraiment très hyperactif et très beaucoup dans la lune, tu vois, souvent dans mes pensées, etc. Et à quel moment donc tu découvres on va dire le sport ou le kickboxing surtout ? Alors c'est une bonne question, le sport en général, parce que si tu veux, vers l'âge de 5e, quelque chose comme ça, donc vers l'âge de 12 ans à peu près, je commence en fait à ressentir la gêne que j'ai par le corps, tu vois, et du coup par rapport à mon poids, et je me mets à avoir envie de devenir plus sportif pour plus plaire aux filles, plus tu vois ce genre de choses. C'est les années voilà, collège, exactement. Et si tu veux, je me mets à faire un peu de sport et de fil en aiguille, je deviens de plus en plus sportif. Avec la croissance, je grandis et je mincis. Et en fait, à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans, je m'inscris dans une salle de boxe et de kickboxing. Et en fait, c'est le coup de foudre immédiatement. C'est comme si j'avais goûté à mon propre sang. Ok, trop cool. Et donc, tu commences... Il y a une différence entre boxe et kickboxing ? Exact. Quand on dit boxe, généralement, on parle de la boxe traditionnelle, qui est la boxe qui ne se pratique qu'avec les mains. Okay. Et kickboxing, on tape avec les poings, les pieds et les genoux. Ok. Tu peux nous rappeler... kickboxing, poings, pieds, genoux. Ok. Et l'objectif d'un combat, c'est soit de mettre KO l'adversaire, soit gagner au point, c'est ça ? Exactement. Ok. Tu commences direct les compétitions ou tu commences à t'entraîner dans une salle avec un coach ? En fait, donc je m'entraîne dans une salle où c'est des cours collectifs. Et en revanche, je commence pas du tout la compétition tout de suite parce que mes parents ne veulent pas. Ils veulent attendre que je sois majeur. Et du coup, en fait, je prends mon mal en patience puisque je démarre, je te dis, à 13-14 ans et je dois attendre 18 ans pour faire mon premier combat. Et donc, je le visualise, je pense qu'à ça. Même si...
quand je rentre au lycée, donc vers 14-15 ans, on commence à organiser avec des copains qui font pas de la boxe, des bagarres de boxe dans les garages. On était dans une zone pavillonnaire et on organisait un peu clandestinement. Exactement, un fight club le samedi soir. Avec des règles quand même ou... Ah bah de boxe, ouais, bien sûr, règles de boxe. Et tes parents, ils veulent pas que tu fasses de la compète parce qu'ils ont peur? Ils ont peur parce que pour eux, c'est pas avant 18 ans, quoi, tu vois. Et pour toi, maintenant, avec le recul, est-ce que tu penses qu'ils peuvent avoir raison ou tu peux avoir des séquelles si t'es trop jeune quand tu commences les compètes ou... Bah, en fait, si tu veux, c'est quand même bien cadré parce que les compétitions sont faites de manière à ce que tu n'as pas le droit normalement de mettre du plein contact quand t'es trop jeune. Et le plein contact, je crois qu'il commence à 16 ans. Et en fait, finalement, en entraînement, tu peux te faire aussi mal qu'en combat. D'accord, ouais. Est-ce que tu as des mentors ou des figures emblématiques dans la boxe, dans le kickboxing, qui t'ont inspiré quand tu étais jeune? Alors, bah, mon premier entraîneur, qui était un immense champion, Aurélien Duhart, qu'on salue, qui lui, bien sûr, ça a été un mentor parce que j'ai eu la chance en fait d'avoir un coach qui était encore en activité dans le haut niveau. Et du coup, en fait, quand tu vois quelqu'un qui réalise des choses, ça te permet de croire que c'est possible. Tu vois, c'est pas abstrait. Et quand lui, je le voyais boxer à Bercy dans des salles de ouf. En fait, quelque part, c'est plus facile de se projeter parce que tu vois quelque chose de pragmatique, quoi. Parce que quand tu as presque 14 ans, que tu commences avec cet entraîneur... Lui, qui est encore en activité. Ah, il est encore en activité. Lui, bon, donc ma question, c'était, il était en carrière à ce moment-là, et là, il est encore en activité? Ah non, plus maintenant. Ah, non, non. Et donc, quand tu faisais ces entraînements, il était encore en activité? Il était coach et en même temps... Et donc, tu as pu aller voir ses combats. Exactement. Et ça te donnait encore plus envie d'aller faire de la compète, toi. Grave. Ok. À cet âge-là, t'en as un peu voulu à tes parents de te freiner sur... Non, pas du tout, parce que dans tous les cas, la compétition à la touche, ça m'intéressait pas. Ouais. Donc, comme j'avais... En fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeunes, et je m'entraînais avec des adultes, je m'entraînais dans leurs conditions, et donc je pense pas que ça m'aurait davantage aidé de faire de la compétition plus jeune. Ok. T'as un palmarès impressionnant, hein, 6 fois champion du monde de kickboxing, pas rien. À quel moment tu réalises que tu as du potentiel dans ce sport et que tu dis je peux aller loin et atteindre ce haut niveau? En fait, dès le début, mais pas parce que je sens que j'ai un potentiel, hein, parce que pour le coup, je ne ressens pas de potentiel particulier, parce que je ne ressens pas d'aptitudes qui feront que je me trouvais meilleur qu'un autre. Mais si tu veux, en fait, je découvre un sport qui m'anime et qui me plaît tellement que je ne fais qu'y penser. Donc, inconsciemment, j'en rêve, je pense, je visualise plein de choses. Et du coup, comme je suis un rêveur, pour moi, ça va se réaliser, tu vois. Je pense que c'est indispensable d'être autant passionné pour devenir sur du haut niveau comme ça. Tous les sportifs qu'on a reçus de haut niveau, que ce soit des danseurs, des champions de MMA et tout ça, ils nous disent... Je faisais que ça, il y avait que ça dans ma vie. Je pensais qu'à ça, je dormais avec ça. Et c'est drôle, vous avez tous le même discours. Et si on veut atteindre ces hauts niveaux, c'est une obligation, je pense. Je pense que si tu veux maintenir le haut niveau, parce que je pense qu'il y en a qui arrivent à aller vite dans le haut niveau, etc. Mais c'est perdurer quand t'es pas passionné qui est plus difficile. Ok. En 2014, tu deviens champion du monde pour la première fois, c'est ça. Qu'est-ce que tu ressens quand c'est ton premier titre de champion du monde? Je suis content, mais en fait, en vérité, je ressens pas grand-chose pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais déjà vécu le moment dans ma tête tellement de fois que cette joie-là, je l'avais vécue seule dans ma chambre à plein de moments. Donc quand c'est arrivé, j'étais hyper content, mais c'était logique, tu vois. Okay. Donc j'ai pas ressenti un truc de ouf. C'est drôle, j'aurais pas cru cette réponse en tout cas, parce que t'arrives quand même à tu gagnes une ceinture à ce moment-là, comme ouais, exactement. Tu l'as chez toi Je l'ai chez moi. Ok, ouais. Super. Tu gagnes ta vie grâce au combat aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Ok. Et au début de ta carrière, c'était compliqué. Enfin, quand tu fais un combat comme ça, que ce soit championnat du monde ou championnat national, enfin voilà, t'as des primes à chaque. Alors, t'as des primes qui dépendent plus de ta cote et de ton niveau et de ta popularité que du type de combat que tu as. Et c'est vrai que l'économie de ce sport, elle est assez faible et très très peu d'athlètes en France vivent pleinement de ce sport, ou du moins quand ils en vivent, c'est pas des grands grands salaires. C'est pas des niveaux de rémunération comme l'UFC en Alors MMA. ça, il y a un peu ça dans des organisations privées.
Mais c'est pas. Mais l'UFC pareil. Enfin après tu vois, après tout est relatif dans la manière que tu considères les revenus. Tu vois, mais à l'UFC t'as beaucoup d'athlètes qui gagnent pas tant que ça. Hein. Oui, il y a que les grands champions qui gagnent beaucoup. Exactement. Tu peux peut-être nous dire un chiffre, je sais pas. Quand tu deviens champion du monde, on gagne combien quand on gagne une ceinture? Alors en fait, que tu saches, donc pour être champion du monde, pour faire un championnat du monde. Le prix minimum donc, que tu dois débourser, percevoir. Alors moi, quand j'étais champion du monde déjà en 2014, c'était en amateur, donc là il n'y avait pas d'argent. Ok, d'accord. Mais quand tu fais un championnat du monde classique, en fait, ça a un peu évolué, mais c'est pas beaucoup, hein, tu vois. Ouais. Le prix minimum à donner à l'athlète, c'est 2500 €. Ouais, c'est pas beaucoup. Tu vois. Non. C'est vraiment pas beaucoup. Et tu as des championnats du monde tous les ans ou c'est tous les 2 ans? Tous les ans. Et après, ça veut pas dire que tu en as qui prennent 25 000, 50 000. Mais je te dis, le prix, si tu prends n'importe quel athlète et qu'il n'a pas, par exemple, une popularité fou ou quoi, et qu'il a une chance de le faire, tu as le droit de lui proposer ça. Ok. À partir de ça, quoi. Ok. Et toi, le plus gros cash prize que tu as pris, ou si tu veux le dire, ou une fourchette? En fait, alors moi, les plus gros montants que j'ai pris, c'est un peu particulier parce que c'est des montants que je prends dans des événements que je produis. Ok, c'est plutôt lié à l'événementiel. Donc c'est lié en fait à je vais dire, tiens, je me considère que je vais me tenir tant pour le combat et que je vais prendre tant sur la soirée. Okay. Mais ok, je comprends. On va passer à autre chose, pas parler que d'argent parce que c'est pas spécialement ce qu'on veut savoir, mais tu défends ton titre à 5 reprises parce que donc comme on disait tout à l'heure, tu me disais je préfère conquérir un nouveau titre que défendre un titre. Est-ce que ton état d'esprit il change quand tu défends ton titre pour la première fois? Quand tu défends ton titre pour la première fois, ouais, peut-être il y a un côté de toi qui a un tout petit peu moins faim à ce moment-là sur la première fois, parce que t'as plus à perdre, etc. Et en fait, plus t'avances, bon, plus tu t'habitues à ce sentiment-là, mais plus en fait tu te retrouves dans cette situation de peut-être pas de confort, mais où tu vois t'es dans une pression et t'es pas t'es moins, on va dire, parfois t'as moins faim parce que quand tu veux aller chercher quelque chose, t'as tout à gagner. Ouais, c'est ça. Quand tu n'as pas le titre, t'as tout à gagner. Par contre, si tu combats et que t'es déjà champion du monde en titre, t'as ta ceinture à perdre. C'est ça. Comment ça se passe si tu perds le 2e championnat du monde ou le 3e? Tu rends la ceinture ou c'est une nouvelle ceinture qui est donnée? En fait, c'est toujours une nouvelle ceinture. Hein. Okay. On garde la ceinture à la maison et c'est juste que c'est la même mais une nouvelle. Quoi. Mais du coup, quand t'as été 4 fois champion du monde, t'en as 4. Quand t'as été, okay. Tu les renjoues dans le sol. Ouais, j'ai un espèce de pilier avec tout. Ouais, exactement, j'en ai 2-3 et j'ai des ceintures dedans. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans ta vie de boxeur et personnel. Tu t'entraînes tous les jours ou pour ton sport ou ça dépend? Parce que maintenant, tu as une multiple vie, tu es entrepreneur, tu as plein de choses. Oui, en fait, je m'entraîne tous les jours. Le rythme varie. Quand je suis loin d'un combat, que je suis plus dans l'entrepreneuriat, dans mes projets, je fais un jour un entraînement, un jour 2 entraînements. Et quand je suis en préparation, je m'entraîne 2 fois par jour. 2 fois par jour, ouais. Du lundi au vendredi. Et plus le samedi. Ouais. C'est ce que la plupart des athlètes disent, hein, c'est bi-quotidien et c'est assez intensif. Quand tu dis que tu prépares ça avant un combat, c'est 3 mois avant le combat, 6 mois avant le combat, c'est... Généralement, le rythme en fait, il est à peu près de septembre à juillet, avec peut-être sur cette période-là, 2 à 3 mois où il y a 2 mois peut-être où il y a le rythme dont je te parle, un peu moins fort. Ouais. Donc ça fait quand même 8 mois, on va dire, intense, quoi. Ok. Et dans les combats dans les sports de combat, on sait que le mental joue beaucoup. Toi, t'apportes beaucoup d'importance au mental. Est-ce que tu as un coach mental qui t'aide aussi? Et exactement. En fait, tu sais, je me suis toujours énormément entraîné. J'ai toujours mis beaucoup de considération dans la préparation. Et en fait, à un moment donné dans ma carrière, j'ai fait un état des lieux parce que j'ai raté des virages et j'ai perdu des combats que je pensais pas perdre parce que je me sentais prêt, je me sentais bien sur tous les secteurs. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas être bon physiquement si le mental n'était pas bon. Et en fait, je me suis rendu compte que d'ailleurs, si on disait qu'on avait des batteries, tu vois, une batterie mentale, une batterie émotionnelle, une batterie physique, ben
on est la résultante de notre batterie la plus faible. Et donc, l'importance d'être bon partout. Et donc, j'ai fait cette remise en question. J'ai été voir un préparateur mental. J'ai d'ailleurs été longtemps suivi par Aurélien Duhart, qui est devenu coach mental. J'ai été voir une psychologue du sport qui s'occupait aussi de Teddy Riner. J'ai été voir d'autres psychologues du sport. J'ai été voir d'autres préparateurs mentaux. Là, j'en vois un nouveau en ce moment depuis quelques mois avec mon club, le LSC Levallois. Et du coup, enfin, on le salue d'ailleurs, Sébastien. Et donc, voilà, c'est quelque chose dans lequel je mets de l'importance. Alors, il y a moins en termes d'heures, la préparation mentale est moins lente et moins longue que la préparation physique et de boxe, mais j'y accorde beaucoup d'importance. Ok. Et qu'est-ce que dans le mental, enfin, c'est avant de monter sur un ring de boxe, donc le jour du combat. T'essayes d'intimider un adversaire, t'essayes de le regarder dans les yeux, ou alors t'es concentré sur ton propre combat et sur ta personne à toi? Alors, je suis concentré sur lui, plus que sur moi. J'essaie pas de l'intimider. En revanche, j'essaye oui, effectivement, de le regarder pour pas, en fait, lui donner de la force et que lui pense qu'il a un ascendant psychologique parce que je le regarde pas. Ça peut m'arriver de pas regarder, mais généralement je le regarde plus pour cette raison-là, pour dans sa tête à lui qu'il sache. Mais pas pour moi, ça me rassure pas je suis pas là-dedans. Parce que est-ce que tu regardes aussi s'il peut avoir une gêne quelque part ou physiquement Ah bah bien sûr, je le regarde physiquement. Ouais. Est-ce qu'en kickboxing, ça c'est une question tout à fait personnelle parce qu'on a reçu un combattant de MMA, mais est-ce qu'il y a une pesée aussi C'est exactement comme tous les sports de combat à catégorie. Tu as une pesée la veille et donc tu as le premier face-à-face. Et donc tu passes par cette phase de cutting où tu perds du poids? Alors ça dépend des catégories dans lesquelles je combats. Je boxe dans différentes catégories. Il y a une catégorie, quand je boxe dans une organisation qui s'appelle le Glory, qui est un peu l'UFC du kickboxing. J'ai pas ma catégorie d'habitude, donc je suis dans une catégorie inférieure et là je dois faire effectivement un cutting. C'est hyper compliqué cette phase. C'est un travail supplémentaire que le combat et c'est pas facile. Ouais, et il y a beaucoup là c'est ce que nous disait par exemple Amin Ayoub du MMA, c'est que c'est un combat contre lui-même. En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que il y a de plus en plus de cutting parce que je pense qu'il y a de moins en moins d'hommes. Et c'est-à-dire que les gens ont besoin de se rassurer en devenant de plus en plus costaud le jour de combat et en se disant je vais être. Et comme il n'y a pas de réglementation, en fait, avant, nous, quand on boxait au tout début, on était peut-être à 1 kilo d'écart avec le poids pesé, tu vois, parce qu'on se pesait le jour même, etc. Et on se posait pas toutes ces questions-là. Et il s'est mis à y avoir des. Alors, c'est peut-être pas le fait d'être moins courageux, mais en tout cas, c'est une manière de prendre l'ascendant sur un domaine et de se dire, finalement, quoi de mieux que de prendre l'ascendant que d'être plus costaud que mon adversaire. Et donc, les mecs se sont mis à faire des cuttings, qui sont des régimes sur des périodes très courtes qui te permettent d'avoir des pertes de poids et des reprises de poids rapides. Et où, en fait, quand tu dis une catégorie, ça veut plus rien dire. C'est-à-dire que en MMA, notamment, où il y a des très gros écarts de poids, un athlète qui va se peser, je sais pas moi, à 85 kilos, il est pas rare que le jour du combat, il arrive à 100 kilos, tu vois. Et du coup, en fait, la catégorie 85 kilos, elle veut rien dire. Et c'est là où moi, je suis d'un œil extérieur, je fais pas de sport de combat et tout ça, je me dis, mais en fait, pourquoi dire qu'il est en catégorie moins de 85 kilos alors que le jour du combat, il fait 95, tu vois? Mais parce qu'il y en a un qui s'y est mis, et donc les autres sont obligés un peu de suivre. Alors du coup, tu es obligé de suivre, parce que tu vois, c'est des problématiques que tu peux pas te dire, mais je vais arriver en super forme sans faire de cutting, si c'est pour me retrouver face à un adversaire qui fait 10 kilos de plus que moi. Donc, et surtout en MMA où tu as du sol, probablement, bien sûr, exactement. Et donc, quand je te dis le manque d'hommes, c'est pas ça, c'est que je pense que les premiers à avoir fait ça, c'était une manière, ou alors c'était un travers du sport, une manière de prendre l'ascendant sur une filière autre que le combat, on va dire, purement pugilistique, quoi. Et après, apparemment, quand même, c'est une phase très très dangereuse quand même pour le corps. Faut pas le faire n'importe comment. Enfin, faut vraiment être bien accompagné pour cette phase. T'as une devise, toi. Tu dis que t'aimes pas prendre de coups. Alors pour un boxeur, alors soit t'es très bon, ou soit comment tu gères dans un combat pour éviter de prendre le maximum de coups? Alors pendant le combat, tu penses pas à ça.
c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN et de mon. C'est intrinsèque. Hein. Je le travaille à l'entraînement quand je suis là où j'ai plus le cerveau qui fonctionne de manière ouverte, quoi. Mais en combat. J'y pense pas. Hein. C'est mon style qui fait que je prends pas trop de coups parce que je le travaille à l'entraînement et du coup, l'entraînement t'emmène vers la réalisation du match. Et voilà. Et moi, ma devise en boxe, c'est toucher sans se faire toucher, tu vois. Et t'as un souvenir d'un combattant qui t'a mis plus de coups que d'habitude ou Ouais. Alors, il était dopé d'ailleurs, donc il a été. Okay. Mais c'est pas grave. Mais on lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour. Il est toujours interdit de boxer. Et en fait, c'était un boxeur roumain qui m'avait mis plein de coups. Et j'étais ressorti marqué, effectivement, de ce combat. J'en avais pris, il m'avait même percé le tympan et tout. C'était un peu plus violent que d'habitude. Ouais. Et j'étais content parce que ça m'avait permis de voir que j'encaissais bien. Ouais. Même si j'ai pas envie de faire ça tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est mieux quand même de pas prendre de coups. Mais là, ça t'a permis, vu que t'avais pas l'habitude de prendre des coups, là, t'as vu que t'as réussi à bien encaisser. Et comment ça se passe ce combat? Il est dopé, mais sur le coup, tu le sais pas? Sur le coup, je sais pas. Le combat est très serré. Je gagne à la décision, malgré tout. Ouais. Et en fait, du coup, je gagne quoi qu'il arrive, puisqu'il est déclaré. Parce qu'après, il y a un test de dopage juste après le combat? On fait. Alors, des fois, ça peut être à n'importe quel moment, mais nous, on a eu un test, en tout cas, juste après le combat. Et les résultats arrivent quelques semaines, mois après. Et voilà. Entre les rounds, on voit que tu retournes dans ton coin. Donc, il y a les coachs qui sont là, qui te parlent, qui te soignent des blessures, s'il y en a, si vous saignez ou des choses comme ça. Toi, à ce moment-là, quand tu es entre le round 1 et 2, 2 et 3, qu'est-ce que tu fais? T'écoutes tes coachs ou tu es plutôt dans ta bulle et tu réfléchis à ce qui vient de se passer, ce que tu vas faire par la suite? Non, j'essaye d'écouter j'essaye d'abord de me concentrer sur ma respiration. D'accord. Et j'écoute mes coachs. Ok. Est-ce que tu t'es déjà blessé en combat ou en entraînement? Des blessures qui t'ont empêché de combattre pendant quelques semaines, quelques mois? Ouais, bien sûr, je me suis déjà cassé la main, je me suis déjà cassé le nez, fait des ruptures de ligaments croisés. Il y a même un tournoi une fois où je m'étais cassé un bout de ménisque sur la demi-finale, et donc je peux plus tendre la jambe. Ok. Et le mental est tellement fort que mon coach me rappelle, me dit ouais, arrête de penser à ta jambe, pense à l'adversaire. Et du coup, j'arrive à faire ma finale. Et le lendemain, quand je fais les échos et les radios, tu vois que tu peux plus tendre ta jambe. Physiologiquement, c'est pas possible, alors que la veille, je l'attendais complètement. Et en fait, des fois, le mental te fait faire des choses que mécaniquement sont normalement pas possibles. Et tu gardes des séquelles de certaines blessures ou ça va, tu te remets bien, t'as fait non, alors oui, j'ai des rhumatismes, j'ai ce genre de choses. Bien sûr que j'ai des séquelles, mais ça va, je les vis bien. Et les mains, tu casses souvent, on entend les boxeurs, tous les boxeurs ils nous disent, ils ont tous cassé les mains probablement, parce que on tape trop fort en fait, c'est ça. Non, je pense que c'est pas tant taper trop fort, je pense que c'est à un moment donné où, à force de frapper, peut-être un jour t'es un peu fatigué, et je sais pas pourquoi, la main elle pète, mais oui, c'est parce que tu tapes fort bien sûr, mais quelqu'un qui fait pas de boxe, qui tape dans un mur, il se casse la main, c'est pareil. La fracture du con, d'ailleurs, elle s'appelle. Ah ouais. C'est déjà arrivé non, pas du tout. Mais parce que quand tu vas faire des radios, ils te disent ça. Ils te demandent si t'as tapé dans un mur. Non, j'ai tapé dans un mec. Ouais. Et après une blessure comme le ménisque, est-ce que tu réappréhendes à remonter sur le ring pour pas te faire mal, refaire mal sur cette blessure? Alors, bien sûr, il y a certaines blessures sur lesquelles tu as plus ou moins de travail psychologique. Et effectivement, c'est tout l'enjeu de la blessure. Et c'est ça en quoi où elle t'élève. Parce que finalement, tu te mets à avoir des appréhensions que tu vas dépasser. Mais oui, bien sûr qu'il y a de l'appréhension quand tu reviens de blessure. Et quand tu as cette appréhension, tu te sens moins compétent, moins fort, ou parce que l'appréhension, ça te bloque en tant que combattant? Tu viens de répondre à la question. Voilà. Comme c'est une croyance limitante, ça te bloque. Ouais. Donc, tu essayes de passer outre avec le mental et travailler avec les coachs là-dessus. Tu as gagné à multiples reprises, tu as eu plein de victoires. Tu as eu quelques défaites de temps en temps. Comment tu gères une défaite? Est-ce que tu regardes le combat? Est-ce que tu analyses ce que tu as fait? Est-ce que tu as mal fait? Si c'est l'autre combattant qui était meilleur à ce moment-là? Bien sûr, je fais plein d'analyses, je regarde la vidéo, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai pas été meilleur que mon adversaire ce soir-là. Et je souffre parce que je suis pas content d'avoir perdu, quoi. Tu vois. Sûr. Et les victoires, tu les regardes aussi? Bien sûr, grave. Je les regarde. C'est plus difficile de se remettre en question. Généralement, quand tu regardes les victoires, tu les regardes.
Et c'est au bout d'une semaine, 10 jours, quand je regarde, où je me dis, bon, maintenant, je vais regarder en mode critique. Ouais, tu vois. c'est ça. Enfin, parce que moi, c'est mon tempérament, j'aime bien. Toujours améliorer voilà. quelque chose. Et est-ce qu'il y a un combat que tu es particulièrement fier d'une victoire parce que tu as mis un super coup, parce que tu as fait un beau KO, parce que tu as sorti un geste qui était extraordinaire? Il y a plein de combats en vérité Ouais. que j'ai kiffé. Peut-être aller pour la nostalgie. Je dirais que mon premier titre de champion de France, donc c'était en junior. Ok. Et le combat était très serré, voire je perdais. Et je mets un high kick, donc un coup de pied à la tête de l'adversaire. Au moment en fait, où il tombe, il y a le gong qui sonne de la fin du combat, mais c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il est tombé, donc il est obligé de compter, il se relève pas. Et donc le combat à 1 seconde près, je gagnais pas le combat, quoi. Parce que à quel moment ça rentre dans le combat ou ça rentre pas dans le combat? C'est si tu tapes la tête. J'ai tapé avant le gong de fin, Voilà. donc le coup était. Donc, le coup est mais le validé. mec a pas eu le temps de. Ouais. de Le coup est validé. Ok, ouais, mais c'est drôle le timing. donc tu vois, c'était un timing incroyable. Est-ce que après avoir été 6 fois champion du monde, tu veux pas aller voir d'autres sports, découvrir de nouvelles choses? Alors, j'ai essayé d'aller découvrir d'autres sports. J'ai boxé en boxe anglaise, tu vois, j'ai 3 combats pro. Ok. Et à un moment donné, ça m'a attiré, si tu veux, mais je me suis senti mieux dans mon sport et surtout, au-delà de me sentir mieux, en fait, l'environnement de l'époque, aujourd'hui ça a un peu changé, mais à l'époque où j'avais fait ces combats, m'a pas forcément plu et je préférais l'univers des box pieds-points. Mais pour répondre à ta question et peut-être celle du MMA, parce que c'est vrai qu'on m'a pas mal approché pour faire des combats de MMA, aujourd'hui honnêtement, l'envie, en fait, j'ai pas de réel moteur à faire du MMA parce que le seul moteur que je pourrais avoir pour m'engager dans un truc en MMA, ça serait l'argent. Et généralement, quand tu fais des choix d'argent, Ouais. Juste pour l'argent, c'est pas bon. je préfère faire des choix de projet, tu vois, parce que j'ai envie de faire quelque chose de grand. Puis là, t'as quel âge? Et je suis en même temps, et j'ai 35 ans et c'est un peu tard. C'est pas impossible, mais pour devenir, pour devenir grand champion de MMA, ça prend des années. En tout cas, moi, j'y crois pas. Ouais, Après, voilà. Mais bon, et puis voilà. Ok, donc cool. Et la boxe anglaise, c'est que les points, hein, c'est ça? C'est ça. Ok, donc en fait, c'est un peu la même chose que le kickboxing, sauf que t'enlèves tes pieds, où il y a des techniques différentes. Bah non, c'est que les points. Et tu peux taper n'importe où, enfin, je veux dire, avec tes points, de la ceinture à la tête. Exactement. Sauf que nous, avec les jambes, on tape aussi dans les jambes. Ouais, dans les jambes. C'est les low kicks qu'on appelle ça, voilà, ce qui fait le plus mal, ça? Ouais, je crois, ouais. T'aimes bien en mettre ou Ouais, j'adore. Et par contre, t'en reçois quelques-uns des fois. J'essaye de pas les prendre, mais ça peut faire mal. Bah, comment t'esquives? C'est tu recules? Enfin, soit t'esquives, donc tu recules, soit tu bloques, donc tu présentes ton tibia au tibia de l'autre. Et il y a déjà, enfin, je crois que j'ai vu des vidéos où ils donnent un low kick. Il y a des fractures, c'est déjà arrivé effectivement où les tibias se cassent, ou les chevilles se cassent. Wow. Et c'est assez. Bah, d'ailleurs, les vidéos que j'ai pu voir, le combattant s'en rend pas compte et il remet le pied par terre. Et ça fait. C'est horrible. C'est assez horrible. Bon, en plus d'être athlète, t'es aussi maintenant entrepreneur. Alors, je sais pas depuis combien d'années, mais tu vas nous expliquer. Entrepreneur, t'es investisseur immobilier, tu produis tes propres événements sportifs. Il y a plein d'autres casquettes. T'es mannequin aussi pour certaines marques. À quel moment tu commences ce genre d'expérience entrepreneuriale? En fait, si tu veux, l'expérience entrepreneuriale, elle démarre au moment où j'entreprends de devenir champion du monde. Et en fait, je pense que dans un sport individuel comme la boxe, t'es un peu entrepreneur quoi qu'il arrive, puisque tu construis une équipe autour de toi. Et donc, tu construis un collectif pour créer une performance, un peu comme un entrepreneur va construire une équipe pour créer quelque chose, tu vois. Et donc, je deviens entrepreneur à ce moment-là. Et si tu veux, dans la réflexion sur comment optimiser mes revenus, etc., j'essaye de me diversifier et je fais des rencontres qui m'amènent à aimer l'univers de la mode et que j'aimais déjà, mais je veux dire en tout cas à aller aussi dans cette direction. Et donc je me mets à explorer les pistes sur ce secteur. Et pareil, dans le même temps, en fait, comme mes parents voulaient pas que je fasse de la boxe à 100%, ils me poussent à faire des études en parallèle. Et donc, je suis à l'université Paris-Dauphine. Et quand je suis là-bas, si tu veux, en dernière année, je choisis de faire un master entrepreneuriat parce que je sens que j'adorais le marketing, mais je sens que je vais pas bosser dans une société, dans une boîte, tu vois. Donc je me dis, il faut que je fasse quelque chose qui va avoir du sens. Et en fait, quand je suis dans ce master entrepreneuriat,
je parle avec un ami d'enfance avec qui je bosse et on se dit pourquoi pas organiser un combat à Dauphine, et je lui dis tiens, t'as raison, je vais voir si je peux pas faire ça en projet de fin d'études pour tout maîtriser, parce que finalement quand je combattais il y avait beaucoup d'événements qui correspondaient pas à mes attentes, tu vois, et je me dis bah en fait peut-être que là j'ai l'occasion de designer un peu ma vie sur mesure, et si toi t'as rêvé de faire des combats dans des lieux de ouf et des trucs comme ça, ben si personne le fait, personne va le faire pour toi, donc fais-le toi. Et notre ami commun qui nous a mis en relation, c'est là où il m'a parlé de Paris Dauphine. Bah oui. C'était le premier événement que je produisais, qui était mon événement de projet de fin d'études. C'était dans l'amphithéâtre de et Paris. Donc exactement. Donc on a mis un ring dans le grand amphi. Il y avait 900 personnes, ou je sais plus, 1000 personnes. Et c'était pas compliqué de convaincre l'école parce que faut mettre un ring dans l'amphithéâtre. Alors franchement, comme j'avais été champion du monde amateur l'année d'avant. J'avais bien sympathisé avec le doyen de la fac, et il a été super cool. Il m'a dit je te donne la salle, mais tu te débrouilles. Et je sais pas si tu te souviens, mais tu avais parlé de dire là récemment que tu voulais faire les 10 ans de ça. C'est parce que c'était il y a... Tu suis bien. En fait, exactement. Je dois m'occuper de ce projet-là parce que ça va arriver vite. Mais le 27 novembre 2025, ça sera les 10 ans, puisque c'était le 27 novembre 2015. Okay. Donc je sais pas encore comment, mais j'aimerais bien faire quelque chose pour... Et quand tu organises ce genre d'événement, tu combats toujours dans tes événements, ou des fois tu organises un événement et c'est d'autres combattants? Alors, j'ai pas réussi encore à organiser et à produire des événements dans lesquels je ne combattais pas, parce qu'en fait, la plupart des parties prenantes sont là parce que je suis là, donc c'est plus quelque chose que je me vois peut-être pas le faire quand j'arrêterai ma carrière, quoi, tu vois. Okay. Et aujourd'hui, donc, ces événements sportifs, c'est ce qui occupe le plus longtemps de ta vie, ou... Ouais, en fait, si tu veux, ma vie, c'est les différents projets que j'ai. Donc, c'est les projets d'image, enfin, l'entraînement d'abord, les projets d'image, les événements que je produis. Et là, j'ai un nouveau projet entrepreneurial, c'est une salle de sport que je suis en train de monter, qui sera, je pense, et je l'espère, la première d'une longue série. Ok, et ouverte là dans l'année? En 2025. Ça sera ouvert dans l'année, ouais. Ok, on n'en dit pas plus pour l'instant, rien n'est officiel. Ok, cool. T'embauches des gens aujourd'hui, ou tu travailles tout seul sur ces événements? Alors, des fois, j'embauche des gens. Sur les événements, il y a toujours beaucoup de gens, mais du coup, c'est pas le mot embaucher. C'est des freelances, c'est exactement. Des prestataires extérieurs. Ouais. Mais j'ai eu, il m'arrive d'avoir des salariés, des fois, qui m'accompagnent sur l'ensemble des projets. Là, en ce moment, j'en ai pas, mais ça m'est arrivé d'avoir une ou deux personnes. Ok. C'est quoi le plus gros défi sur cette boîte d'événementiel que tu rencontres? Tes difficultés, peut-être au début Au début, même ce premier événement à Dauphine, c'était de trouver des partenaires et d'arriver à... En fait, quand tu pars t'as pas encore créé l'image. Tu vois, moi, j'avais pas encore créé bien mon image. Et du coup, de les inciter à te suivre, à te faire confiance, à sponsoriser un événement d'un sport qui est un sport de combat, à l'époque où les sports de combat sont moins en effervescence qu'aujourd'hui, et donc d'arriver à les séduire sur sponsoriser un combat. Est-ce que donc c'est aller chercher de l'argent un peu, d'aller trouver donc des marques un événement, il te coûte de l'argent, et tu as différentes sources de produits. Tu as le sponsoring, tes droits télé, tes billets d'entrée, on va dire, le plus classique, mais généralement les frais les mieux, enfin les produits les mieux intéressants, ce sont les billets, les tickets d'entrée et le sponsoring. Et tu organises un événement où tu vas combattre, donc comment tu lances le fait qui va être ton adversaire? Alors ça, c'est pas moi qui le gère. Voilà. En fait, toute cette partie-là, elle est gérée par mon manager qui travaille avec la fédération internationale. Et en fait, quand c'est un championnat du monde, pour le coup, moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est sûr. Mais par exemple, là, à Paris Dauphine en 2025, tu laisses ton manager gérer qui sera ton adversaire. C'est ça. Et donc là, novembre, tu vas commencer à t'entraîner pour... Là, avant novembre, déjà, j'ai le 21 mai. Ah oui, d'accord. Donc là, j'organise mon prochain championnat du monde le 21 mai au Palais des Sports de Levallois. Ok, trop cool. Voilà, à noter la date. J'ai entendu dire aussi que, en parallèle, tu fais plein de choses, mais en parallèle, tu fais de l'immobilier. Comment tu arrives à cette branche de l'immobilier? Parce que ça s'improvise pas. Tu te dis, c'est pour prévoir l'avenir, c'est pour... T'as de l'argent à placer En fait, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que les exemples que j'ai autour de moi de gens que je trouve qui ont réussi professionnellement,
ont des grandes réussites immobilières et donc je m'inspire un peu de leur parcours et surtout que on est dans un pays où tu peux t'endetter et c'est formidable en fait. Donc c'est-à-dire que à moindre coût, c'est-à-dire que on a des taux relativement bas par rapport à d'autres pays et en fait des banques te permettent de te prêter de l'argent qui a plus de coûts mais de te prêter quand même de l'argent qui peuvent te servir à créer des projets et du coup c'est pas moi, c'est pas mon activité principale, mais c'est une manière aussi de s'enrichir en plus de ton métier, quoi. Ouais, c'est comme tu dis, hein, l'immobilier, c'est le seul actif où la banque te fait confiance et te permet de lever de l'argent. Et comme ça, tu investis qui n'est pas avec ton propre argent et après tu rembourses tous les mois. Ce qu'on peut pas faire avec de la crypto, de la bourse. Là, on peut pas. Les banques ne nous prêtent pas. Alors, sache que certaines banques, des banques privées, il y a des banques privées qui prêtent, alors beaucoup moins que pour de l'immobilier, mais qui prêtent à partir du moment, c'est moins que de l'apport, hein, c'est pas du tout les mêmes proportions, mais qui prêtent même de l'equity, quoi. Ouais, ok. Bon, on pourra en reparler. J'ai quelques investissements. Tu te formes à ce moment-là sur l'immobilier ou tu te renseignes ou tu te fais conseiller par des gens c'est plus je me fais conseiller. Je suis pas du genre à me former au sens regarder des vidéos, des tutos. Je suis pas très très fan de ça. C'est plus vraiment avec des preuves par l'exemple de gens que je connais et que je vois et que j'aime demander conseil et savoir comment eux ils ont fait à tel moment de vie, quoi. Et tu recherches quel type d'investissement? Tu prends des petits appartes, des plus grands appartes, des maisons, enfin ta résidence principale? J'ai commencé par ma résidence principale, après des petits moyens appartes et après aujourd'hui je suis plus dans une recherche de professionnels. Donc locaux professionnels. Ouais, exactement. Avec des beaux 369 pour mettre des entreprises. C'est ça. Ok. Et avec tout ça, t'as une vie de famille ou t'as des enfants Alors non, pas encore. J'ai pas encore d'enfants. Je suis pas encore pris. Ouais. Et donc ta compagne, elle est du milieu sportif ou Non, pas du tout. Elle est sportive, mais elle est pas du milieu sportif. Ok. Et donc envie d'enfant peut-être à l'avenir pour bien sûr, pour transmettre. Sûr. Exactement. Okay. Si tu pouvais revenir 20 ans en arrière. Tu dirais à quoi au jeune Cyril, donc il y a de 20 ans, quand tu avais 15 ans? Ne te pose pas de questions, fonce. Ok. Parce que tu sais que ça va marcher aujourd'hui. Parce que je sais que ça a marché dans tous les cas. Ouais. Parce que je sais que quand tu te poses des questions, parfois, tu vas moins vite. Ok. Et des fois, c'est bien par rapport à mon tempérament, c'est bien de foncer. Et maintenant, si tu avais un autre conseil à donner à des jeunes qui nous écoutent, qui sont un peu soit dans les sports de combat, soit dans le sport de haut niveau, quel conseil tu leur donnerais avec ton expérience? Je leur conseillerais de croire en leurs rêves et de se dire que tout est possible, mais je leur conseillerais parce que c'est vrai que je me rends compte qu'on est dans un monde où la jeunesse pense beaucoup argent, célébrité, etc. Et en fait, je pense pas que ce soit les moteurs qui te permettent de devenir le meilleur, tu vois, de toi-même. C'est ce que tu disais sur le MMA. C'est si tu le fais pour l'argent, c'est pas là où tu vas. Pour moi, mais attends, il y a plein d'athlètes de MMA qui brillent et qui font pas ça, qui gagnent de l'argent. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre gagner de l'argent, mais c'était pas ton moteur initial, et vouloir gagner de l'argent et en fait ton moteur est pas le même, tu vois. Et moi, je pense que faut être animé, quel que soit le secteur, même autre extra sportif, par l'envie de faire quelque chose de grand et quand tu te donnes à fond et que t'aimes ce que tu fais, de ça découle de l'argent. Et donc je pense que le moteur, ce que je peux dire à un jeune, c'est de trouver quelque chose qu'ils ont envie de faire qui peut changer leur vie, la vie des gens autour d'eux, la vie d'autres gens. Comment marquer leur histoire, quoi. En fait, moi aussi je résume un peu ce que j'entends, et ce que je pense aussi, c'est qu'il faut le faire par passion d'abord. Il faut faire parce qu'on aime ça. Et après, si on a travaillé dur et si on est bon, l'argent découlera derrière tout ça, parce qu'on peut tout monétiser quand on fait quelque chose. C'est ça. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'image, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans la comptabilité, peu importe. Quelle que soit ta niche, en fait, si t'es bon dans une niche, tu pourras la monétiser.
Pour toi, s'il y a la clé pour devenir un sportif de haut niveau, c'est la régularité, c'est la rigueur. Alors, je dirais qu'il y a deux, talent. il y a deux choses. Non, il n'y a pas de talent. Je dirais que la première chose, c'est d'être capable, en fait, trois choses, si je disais, d'être capable de rêver. Mais rêver, ça suffit pas. En fait, il faut être capable de transformer un peu un rêve en objectif et d'avoir du coup une vision bien claire de ce que tu veux faire pour pouvoir un peu visualiser dans le temps comment tu vas arriver étape par étape à ton objectif final. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en fait, pour y arriver, arriver à te discipliner pour avoir une rigueur au quotidien, de t'entraîner même quand t'as pas envie de t'entraîner, de ne pas d'avoir une bonne alimentation, de faire des choix qui vont t'emmener dans cette direction. Toi, il y a des moments, là j'ai entendu dire dans ton discours, il y a des moments où tu t'es dit pourquoi je fais tout ça, j'arrête, ou t'as jamais douté et tu... Si, j'ai eu des moments de flottement quand je suis rentré à l'université et que j'arrivais à rien. Ni à l'école, ni à la boxe. Et en fait, je me suis dit... Comment t'as géré tout ça? T'es allé voir des proches? Des amis? Je suis allé voir des spécialistes, mais même pas tant que ça. En fait, j'ai fait beaucoup d'introspection à chaque fois que j'ai traversé un moment comme ça, généralement, j'ai super bien rebondi parce qu'en fait, je suis arrivé à la conclusion de... J'ai rien à perdre, en fait, puisque j'ai perdu... récemment les combats entre guillemets, enfin combats dans tout le sens, dans les enjeux que j'avais. Du coup maintenant il faut te donner à fond, il faut reprendre et du coup en fait c'était plutôt des états d'esprit de se dire je me pose plus de questions, je fonce. Ok. C'est quoi tes objectifs à venir, tant en tant que combattant, enfin en tant que sportif, mais aussi sur le plan personnel? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux monter encore, d'autres nouveaux trucs? Bien sûr. Alors continuer à donc reconquérir mon titre là le fin mai, continuer de boxer dans des belles soirées, des gros événements et des nouveaux combats avec le Glory à remporter. Et à côté de ça, une réussite dans ma future salle. Et j'ai un projet cinéma qui devrait voir le jour d'ici 1 ou 2 ans. Enfin, d'ici 1 an. Donc. Ok. Et ta salle de sport, tu la montes pour quelle raison? C'est tu veux transmettre à des jeunes? Tu veux être tu seras coach dans cette salle? Alors, je ferai des interventions. Je serai peut-être pas coach au quotidien, mais je serai présent régulièrement pour animer des sessions, on va dire spéciales. Et l'envie, c'est que grâce au sport, moi, ça a été un levier formidable, et donc j'ai envie de transmettre. Non pas forcément à des jeunes, hein, c'est pas l'idée. C'est pas du tout une salle de compétition. C'est de transmettre en fait à tout le monde, parce que faire du sport bien dans son corps, bien dans son esprit, quoi, tu vois. T'as déjà aidé des plus jeunes qui veulent se mettre au sport de combat et que tu trouves qu'ils ont du potentiel, essayer de leur donner quelques astuces, les accompagner? Alors sans forcément même qu'ils aient de potentiel, parce que moi la motivation c'est un potentiel suffisant pour faire quelque chose, et du coup oui, bien évidemment, quand j'ai des jeunes qui me sollicitent, j'essaye de leur donner de mon temps et de leur permettre d'arriver là où ils veulent aller. Ok. Pour toi, ta carrière pro, est-ce que tu sais à quel âge tu peux la terminer, ou tant que tu peux combattre, tu combattras? Alors, visuellement, j'ai visualisé d'arrêter avant 40 ans, quoi, ouais, tu vois. Donc, encore 3-4 ans, je pense qu'on pourra me voir sur les rings. Après, je pense que je raccrocherai les gants. Ouais, ok. Après avoir raccroché les gants, comme tu dis, tu te consacres uniquement sur tous les projets qu'on a cités là, que ce soit de l'immobilier, de l'ouverture d'une salle. Tu nous as parlé de cinéma. Tu veux ouvrir un cinéma? Non, cinéma, non, c'est pas ça. C'est que je dois jouer dans un film, et donc c'est un. Cool. Et je me dis peut-être que ça pourra être un peu le. Si on devait dire que la boxe était la partie artistique qui m'anime au milieu de mes projets entrepreneuriaux, dans la vie future où j'aurais plus la boxe, pourquoi pas continuer sur ça.
Là, tu as des touches donc avec. Donc là, j'ai une touche sur quelque chose qui devrait. On va pas citer parce que c'est sûrement en discussion et tout ça, mais c'est assez cool. C'est quelque chose qui t'anime, toi, le cinéma? T'aimerais bien tester, en tout cas? En fait, c'est un peu comme le mannequinat, c'est quelque chose qui est arrivé et que moi, je suis passionné de cinéma en tant que consommateur, tu vois. Et ouais, c'est quelque chose qui m'attire, en tout cas, l'envie d'essayer. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plutôt pour un rôle ou plutôt une partie cascade c'est plutôt les deux. Ok, d'accord, les deux. Donc, film d'action. Exactement. Okay. On va garder tout ça pour les années à venir. Enfin là, c'est dans un an, tu nous as dit, donc tu nous en diras plus sur les réseaux, je présume. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens ils veulent suivre un peu tes aventures? Donc tu as Instagram peut-être? Exactement, avec mon prénom et mon nom, Cyril Benzaken. Ils peuvent me retrouver sur Instagram, là où je mets le plus d'actualité, mais également sur les autres plateformes, mais vraiment Instagram en priorité. Mais tu nous donneras tous les liens que tu veux qu'on communique, on mettra ça dans le lien YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. En tout cas, merci beaucoup de toute l'expérience que tu nous as livrée. Si tu as des choses à rajouter, si tu veux rajouter des choses, il n'y a pas de souci. Mais merci d'être venu. On a bien parlé passion et je t'ai dit l'importance de croire en ses rêves. Je pense que c'était le mot de la fin. Très bien. Merci Cyril. C'était Cyril Benzaken dans Parlons peu, parlons passion. On reçoit des invités passionnants et passionnés toutes les semaines. Donc le prochain épisode sera la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt. Ciao.